Prenons une situation vraiment d'une banalité apparente, mais qui contient au fond une tension dramatique absolue. Ouais, le genre de moment qui fiche tout. Exactement. Genre une opportunité en or vient tout juste d'émerger. Ça peut être une rencontre totalement fortuite au détour d'un couloir, ou bien une proposition de projet complètement inattendue qui sort de nulle part. Le truc qu'on n'a pas du tout vu venir. C'est ça. Et pendant une fraction de seconde, le temps s'arrête. Et là, à l'intérieur, c'est l'emballement total. Les alarmes internes se déclenchent. Ah oui, le rythme cardiaque qui s'accélère très légèrement, on le sent tous. Absolument. Et avant même qu'une véritable analyse rationnelle de la situation ait pu avoir lieu, un mot sort machinalement. Le fameux mot « non ». Le non automatique. Voilà, c'est un réflexe, c'est hyper tranchant. Et la question qui se pose alors est vraiment fascinante. Et si ce simple réflexe de protection, ce minuscule bouclier verbal que nous dégainons tous sans réfléchir, c'était en fait la raison exacte pour laquelle tant de parcours semblent faire du surplace. Ouais. Pendant que d'autres s'apparentent à de véritables aimants à chance, c'est une dynamique redoutable à observer. Grave. Et c'est précisément cette mécanique qu'on va démonter aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie. Et le sujet du jour est vraiment riche. Totalement. Notre mission aujourd'hui, c'est de plonger au cœur de la 63e édition de la newsletter Success Mindset Goals, ta dose de boost hebdo, qui est rédigée par Romuald Tranchot. Un texte qui soulève des points d'une grande profondeur, en fait. C'est clair. Et l'objectif de notre exploration, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est pas de faire un simple survol. On veut vraiment décortiquer la psychologie et même la biologie qui se cache derrière nos refus automatiques. On va voir comment un ajustement linguistique microscopique peut tout changer. Ouais, un simple changement de vocabulaire qui peut littéralement agir comme un algorithme pour pirater la sérendipité, quoi, et transformer une routine complètement barricadée en un champ d'opportunités. C'est une confrontation directe entre la sécurité perçue et l'asphyxie réelle de notre potentiel. Et juste avant de plonger dans les rouages de cette psychologie, je tiens à glisser une information essentielle pour notre audience, pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin que la simple théorie aujourd'hui. C'est toujours bien d'avoir un aspect pratique. Tout à fait. Il est possible de prolonger cette dynamique d'évolution personnelle en rejoignant le club Success Mindset Goals. C'est un espace pensé pour cultiver cet état d'esprit au quotidien, pour échanger et surtout, le point fondamental, c'est que l'inscription est totalement gratuite. C'est vraiment une ressource précieuse pour ne pas rester isolé avec ces concepts une fois notre analyse terminée. Absolument. Alors, pour poser les fondations de notre sujet, pourquoi le cerveau humain est-il à ce point câblé pour rejeter la nouveauté avec autant de violence ? Ah ça, c'est la grande question. Ben oui. La newsletter met le doigt sur un contraste saisissant entre ceux qui attirent les opportunités et ceux qui restent pétrifiés dans une routine ultra planifiée. Mais j'aimerais qu'on aille plus loin que le simple constat. Que se passe-t-il vraiment sous le capot ? La clé de voûte de ce comportement tel qu'elle est désignée dans nos sources, c'est ce qu'on appelle l'intolérance à l'ambiguïté. L'intolérance à l'ambiguïté, d'accord. Ouais, c'est un terme clinique très précis. En fait, le cerveau humain n'est pas conçu pour chercher le bonheur ou l'épanouissement. Ah bon ? C'est pas son but principal. Non, pas du tout. C'est avant tout une machine prédictive. Sa fonction première, c'est de minimiser les surprises pour assurer la survie. Ah, je vois. La survie avant tout, quoi. C'est ça. Donc quand une variable inconnue se présente, genre un nouveau projet, une personne étrangère à notre cercle, ou même une méthode de travail inédite, le cerveau ne peut plus calculer l'issue avec certitude. Il se retrouve face à un trou noir statistique, en quelque sorte. Exactement. Et traiter cette incertitude demande une quantité d'énergie métabolique énorme. C'est épuisant pour lui. Ça génère un pic de stress, une charge cognitive que l'organisme veut fuir à tout prix. Du coup, le mot « non » agit comme une soupape de sécurité d'une efficacité redoutable. Ah ouais, c'est pas qu'une simple réponse sociale alors. Pas du tout. C'est un véritable sédatif cognitif. Le non clôture le calcul instantanément. L'ambiguïté est détruite, l'ego est préservé par une illusion de maîtrise et l'individu reste dans une zone thermorégulée, parfaitement prévisible. C'est fou quand on y pense. On utilise souvent l'image de la forteresse pour décrire ça, genre l'idée de monter des murs en béton pour se protéger des menaces extérieures. Ouais, c'est une image classique. Mais en faisant ça, on oublie qu'on bloque aussi la lumière du soleil, quoi. Et au vu de ce que vous décrivez sur la biologie, moi j'y vois plutôt un dysfonctionnement de notre système immunitaire. Ah, c'est une analogie intéressante ça. Mais c'est comme une allergie sévère, tu vois. Enfin, le système immunitaire s'emballe et attaque un grain de pollen inoffensif comme si c'était un virus mortel. C'est une excellente façon de le voir. Le non automatique, c'est la crise d'urticaire de l'esprit face à une opportunité inoffensive. Et chaque crise nous enferme un peu plus dans un environnement stérile.
L'analogie de la réponse auto-immune est hyper pertinente. Dans la savane préhistorique, fuir l'inconnu, ça permettait de ne pas être dévoré. C'était plutôt utile à l'époque. Grave. Le problème, c'est que ce logiciel obsolète s'applique aujourd'hui à une simple invitation pour un café ou à une proposition de formation. L'intolérance à l'ambiguïté élimine le risque, certes, mais elle élimine simultanément toute la matière première nécessaire à la croissance. Et je pense qu'il faut vraiment faire une vraie pause là-dessus. Oui, c'est crucial. C'est essentiel de laisser cette mécanique résonner pour tous ceux qui écoutent. Et réaliser que notre propre cerveau sabote nos trajectoires, non pas par malveillance, mais juste par un excès de zèle pour économiser l'énergie. C'est une perspective qui change complètement la donne. Mais oui, le refus n'est pas une preuve de caractère fort, c'est souvent juste le signe d'une surcharge cognitive. Et ce moment d'arrêt prend tout son sens. Affronter cette réalité demande d'accepter que notre quête de sécurité est très souvent le principal architecte de notre propre stagnation. Ce qui nous amène directement à la solution proposée par Romuald Tranchot. Et franchement, au premier abord, ça m'a semblé presque trop simpliste. C'est souvent le cas avec les solutions les plus élégantes. Mais oui, puisque le non nous stérilise, on pourrait s'attendre à ce que la recommandation soit de tout embrasser, genre de dire un grand oui retentissant à la vie. Mais la source met fermement en garde contre ce oui aveugle. Exactement. Le véritable outil de piratage de la chance présenté ici, c'est le « peut-être ». Et là, on se demande comment un mot qui incarne pour beaucoup la mollesse et l'indécision peut-il devenir un aimant à opportunité. Toute la subtilité réside vraiment dans la définition de ce mot. Ce qui est fascinant ici, c'est que le texte ne décrit pas un peut-être passif. Pas le peut-être de la personne qui fuit l'engagement, quoi. Voilà. Il le définit comme un pont stratégique. C'est un sas de décompression entre la fermeture hermétique du cerveau primitif et l'engagement total qui, lui, demanderait trop d'énergie. Un sas de décompression, j'aime beaucoup l'image. Dire peut-être, c'est s'accorder un droit fondamental, celui de suspendre son jugement. Ah ouais, c'est puissant ça. C'est dire à son cerveau prédictif « Écoute, nous n'avons pas assez de données pour trancher, nous allons simplement inspecter sans nous engager. » Et paf, le risque perçu s'effondre. Totalement. La newsletter détaille d'ailleurs 3 domaines où ce pan stratégique crée des résultats spectaculaires. Et le premier, ça touche à la carrière, au projet. Un domaine où on est souvent très rigide. Grave. La source utilise l'exemple d'un événement réseau. Et franchement, sur le papier, c'est l'archétype du guet-apens ennuyeux, quoi. Badge en plastique, discussion de surface. Le buffet froid pas terrible. C'est ça. Le calcul prédictif du cerveau hurle qu'il y a 99% de chances de perdre sa soirée. L'automatisme, c'est de décliner direct. Le fameux non salvateur. Mais en appliquant ce sas de décompression, en s'y rendant juste pour voir, l'auteur explique que c'est souvent là qu'on peut rencontrer le futur associé d'une start-up. Et ce n'est pas de la magie du tout. Non, c'est de l'exposition mathématique au hasard, c'est bien ça, hein. C'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle en théorie des réseaux l'augmentation de la surface de sérendipité. Si on reste dans ces certitudes, la variable d'entrée est toujours la même, donc le résultat sera toujours le même. Logique, implacable. Le peut-être introduit simplement une nouvelle variable aléatoire dans l'équation. Et le deuxième domaine impacté illustre cela de manière encore plus structurelle, c'est la flexibilité mentale face à l'échec. Ah, le fameux mindset. Oui, un individu programmé sur des oui ou des non binaires construit des plans ultra rigides. Si le plan A s'effondre, c'est la panique totale, car la certitude disparaît d'un coup. Tout s'écroule, quoi. Le pont du peut-être, en revanche, maintient le cerveau dans une élasticité permanente. Face à l'obstacle, l'esprit ne se brise pas. Il cherche immédiatement les peut-être du plan B au lieu de paniquer. La rigidité du verre face à la souplesse du roseau, en somme. C'est une très belle image. Et cela s'infiltre aussi dans la vie sociale, c'est le troisième point abordé. Au lieu de juger rapidement les passions des autres, on s'ouvre. Ah oui, l'exemple de l'initiation à l'escalade dans le texte. Exactement. Un ami propose de l'escalade. La réaction défensive classique dicte que « Oh là là, on n'a ni la force ni le profil pour ça, l'identité se verrouille ». On se dit c'est pas pour moi. Mais introduire le peut-être, c'est fracturer cette identité figée. On s'y rend juste pour voir, et on peut y découvrir non seulement une nouvelle passion, mais tout un nouveau groupe d'amis. Ce qui valide vraiment la vérité centrale de la semaine soulevée par l'auteur. La certitude absolue est une illusion totale, surtout quand on est dans la vingtaine par exemple. Mais c'est vrai tout le temps. On veut tellement tout contrôler. Oui, mais les parcours les plus riches ne sont jamais des autoroutes toutes droites. Ce sont des chemins construits sur des virages improvisés. Chercher la certitude à tout prix pour rassurer son ego, c'est le frein le plus puissant. Alors là, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Mais attendez. Je vous écoute. Si on se met à dire
peut-être, à chaque proposition, à chaque nouveau projet ou événement réseau, on risque pas de foncer droit dans le mur? C'est le grand risque, oui. Bah oui, on devient soit le collègue hyper fuyant sur lequel on peut jamais compter pour une décision claire, ou pire, on finit complètement sous l'eau à force de tout accepter. L'ouverture d'esprit sans limite, c'est juste le chaos, non? C'est une excellente objection. Et heureusement, le texte de Romuald Tranchot n'élude pas du tout ce côté obscur. Il y a des pièges toxiques liés au peut-être. Ah, ça me rassure. Le document identifie 3 erreurs classiques. Le premier rejoint exactement cette idée du collègue fuyant, c'est le peut-être par lâcheté. Le genre de personne qui dit ça juste pour pas dire non en face, quoi. Exactement. Utilisé uniquement pour éviter l'inconfort d'un refus frontal. Ce n'est plus une exploration, c'est une simple fuite. Et la solution, alors? La solution imposée est stricte. Il faut fixer une limite de temps pour trancher. Le vrai peut-être doit avoir une date d'expiration. Donc, on encadre le truc. Genre, on dit, ouais, ça m'intrigue, je te donne une réponse définitive vendredi matin. Voilà, c'est une enquête avec une deadline. On ne laisse personne dans les limbes. Parfait. Et concernant le fait de finir sous l'eau et la surcharge de travail? Ça, c'est le deuxième piège, le syndrome du buffet à volonté. Ah, le fameux buffet. On a les yeux plus gros que le ventre. L'euphorie de la nouveauté pousse à accepter toutes les sollicitations jusqu'au surmenage. La solution, c'est de bien séparer les choses, dire peut-être aux idées nouvelles. Oui, mais pas à la surcharge de travail gratuit. C'est une distinction vitale, c'est clair. Et le troisième piège me semble être le plus vicieux, en fait. C'est l'oubli de ses propres valeurs. À force de faire preuve de tolérance absolue et d'exploration permanente, on risque de consentir à des compromis toxiques. Oula, oui. Prenons vraiment un instant pour souligner ça, parce que c'est crucial. C'est indispensable. La règle d'or de la source est intransigeante là-dessus. Les valeurs profondes ne sont pas négociables. Jamais. Le peut-être s'applique aux méthodes, aux idées, mais jamais à l'éthique personnelle. On ne brade pas ses frontières morales. Bon, les garde-fous sont posés, l'outil est puissant, mais on voit bien qu'il peut être dangereux. Alors maintenant, comment on applique tout ça concrètement au quotidien sans tomber dans ces pièges Pergéo? La newsletter propose un plan d'action très pratique en 5 étapes. Oui, on va dérouler cette méthode. La première étape, c'est d'identifier le réflexe, c'est-à-dire repérer vraiment cette envie physique de dire non immédiatement. C'est l'étape de diagnostic. Et dès qu'on le repère, on passe à l'étape 2, la mise sur pause. Il faut prendre 3 secondes de respiration. Et c'est là que je veux qu'on creuse. Pourquoi spécifiquement 3 secondes? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau pour que ça bloque le cerveau reptilien? C'est une question de vitesse de transmission neuronale. Le signal inattendu entre et fonce vers l'amygdale, notre centre des menaces. Ça prend quelques millisecondes et l'amygdale crie au danger. Le fameux détournement de l'amygdale. Voilà. Mais le signal prend aussi une autre route, plus lente, vers le cortex préfrontal, qui est le centre de l'analyse rationnelle. Ah, et lui, il est un peu à la traîne. Exactement. Le cortex met plus de temps à s'activer. Ces 3 secondes de pause, c'est juste le temps physiologique nécessaire pour que le signal atteigne le cortex préfrontal et qu'il reprenne le contrôle sur la panique. C'est génial en fait, on hack la biologie. Et une fois que le cortex est aux commandes, l'étape 3, c'est la formulation du peut-être stratégique. Avec des phrases concrètes. Oui, genre ah pourquoi pas, ou bien ça m'intrigue, dis-moi en plus. On garde le contrôle de l'interaction. Ce qui mène à l'étape 4, l'exploration à petit risque. L'idée, c'est de tester sans grand danger. Genre lire un article, écouter un truc pendant 10 minutes, faire un essai gratuit d'un logiciel. C'est ça. Et enfin, l'étape 5, c'est de trancher en pleine conscience. Le moment de vérité. Transformer ce peut-être en un grand oui engagé ou alors en un non, mais un non éclairé et définitif. Et pour s'entraîner à tout ça, Romuald Tranchot lance des défis pour la semaine. Des missions concrètes, oui. Il y a par exemple écouter 15 minutes d'un podcast sur un sujet qu'on trouve a priori inintéressant. Ou l'exercice le plus redoutable, discuter 10 minutes avec quelqu'un qui a un avis opposé, juste pour comprendre sa logique. Ah oui, sans chercher à le convaincre. C'est hyper dur de suspendre son envie de gagner le débat. C'est l'ultime test de tolérance à l'ambiguïté. Mais ça soulève une question. Pourquoi cette bascule demande autant d'efforts? Qu'est-ce qui se joue au niveau de notre identité profonde pour que ce soit si dur? C'est là que la newsletter fait appel à une lecture fondamentale. Oui, le livre de la semaine, c'est Mindset, l'état d'esprit de la réussite de Carol S. Dweck, un classique édité chez Mardaga. Une référence absolue sur la psychologie du changement. Et ce qui est fou, c'est l'image de la couverture fournie dans les sources. Il faut qu'on la décrive.
On y voit une petite tortue en train de bondir hors de son bocal en verre rond qui est rempli d'eau. C'est super dynamique. Cette image illustre parfaitement le saut hors de la zone de confort. Oui, l'eau, c'est le confort prévisible. Et la carapace de la tortue, c'est notre non figé, notre état d'esprit fixe. Mais en sautant, elle adopte l'état d'esprit de développement. Le fameux « peut-être lié à l'effort ». C'est ça, et ça introduit le pouvoir immense du « pas encore » dont parle l'experte Dweck. Oui, dans un état d'esprit fixe, l'échec est une identité. Mais avec le pas encore, l'échec ne signifie pas qu'on est mauvais, juste qu'on n'a pas encore réussi. C'est juste de la donnée pour recalibrer un plan. Ce n'est plus une preuve d'incompétence. C'est un changement de paradigme complet. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Le peut-être n'est pas une faiblesse. C'est vraiment l'arme d'exploration ultime pour hacker la chance en s'exposant à de nouvelles variables. Pour faire entrer de l'air frais dans une vie barricadée. Exactement. Et si l'on relie cela à une perspective plus large, une pensée presque provocatrice émerge. Si chaque erreur n'est qu'une donnée d'information, et que l'incertitude est le seul chemin vers de nouvelles opportunités, Oui. est-il possible que le confort et la certitude soient en réalité les choses les plus dangereuses que l'on puisse rechercher dans une vie humaine? Ah ouais, ça c'est une idée puissante à méditer pour tout le monde. C'est vertigineux. En tout cas, un immense merci à notre audience pour son écoute attentive de cette exploration aujourd'hui. Merci à tous. Et je rappelle avec beaucoup d'enthousiasme, parce que c'est une super opportunité, qu'il est possible de rejoindre le club Success Mindset Goals. C'est le prolongement parfait et je le répète, l'inscription est totalement gratuite. C'est l'idéal pour continuer cette évolution mentale ensemble. Tout à fait. En mot d'âme, évidemment, rendez-vous lors du prochain épisode, lors de notre prochaine analyse pour une nouvelle dose d'inspiration. On a hâte d'y être. En attendant notre prochaine exploration, n'oubliez pas, gardez l'esprit ouvert et laissez-vous tenter par le peut-être.